parasitaire et tropicale. Et elle est unité de prise en charge de VIH à l'hôpital de Piété-Salpêtrière. Elle a beaucoup d'intérêts, mais le grand intérêt sur les sujets des antirétroviraux et les médicaments. Et elle est toujours supportive d'introduire l'accès aux gens dans les pays moins ressourcés. Donc, alors, professeur. Merci Meg. Stratégie antirétrovirale et innovation, voilà un défi, mais le traitement antirétroviral nous a habitués depuis 1986 à une révolution, une évolution permanente, oscillant entre traitement et prévention. 86, vous vous rappelez, première antirétrovirale, l'AZT, 94, première prévention. 96, la trithérapie, puis la prévention HPTN 052, et jusqu'en 2016, avec l'usage de ces molécules, finalement simples, à visée de prévention. Alors, un message extrêmement important, l'indétectabilité pour tous, gage de la non-contagiosité, certainement un message que nous, peut-être, n'avons pas assez diffusé largement au monde. Vous connaissez tous les bénéfices, la prévention des dommages liés à la réplication, et puis libérer la personne du stress de la contagiosité, une protection optimale pour soi et pour l'autre. Optimiser le traitement antirétroviral, évidemment, ce concept a évolué au cours du temps. Dans les années 2000, il s'agissait de privilégier l'efficacité, toujours mieux, au prix parfois de la simplicité et de la tolérance. En 2010, il s'est agi de simplifier les prises. Et grâce à la recherche pharmaceutique, eh bien, on est parvenu à combiner 3 molécules dans une seule gélule, et très clairement pour les patients, c'était une révolution. On est passé de 3 prises à 2 prises et maintenant une seule prise. Alors maintenant, plus récemment, le défi est difficile, il va falloir durer 40, 50 ans si nous n'éradiquons pas. Donc il va falloir optimiser le traitement, optimiser le suivi, il va falloir diversifier, il va falloir s'adapter, car le message clé, c'est durer dans l'indétectabilité. S'il y a une chose qui n'a pas beaucoup évolué, et je vous invite à lire ce rapport ONU-SIDA, c'est la discrimination, et la discrimination au sein même des lieux de soins. Voilà cette enquête qui montre que le pourcentage de patients évitant la fréquentation dans les lieux de soins, 10 à 20%, ne se rendent pas car ils ont peur ou ils ont été victimes de stigmatisation. Nous en avons déjà largement parlé. Et donc c'est extrêmement important de combattre ceci. Bon, les molécules antirétrovirales, voilà, vous les connaissez. 4 grandes classes, les inhibiteurs de CCR5 ou de fusion sont moins utilisés. Un panel assez large, mais finalement, un paquet qui va devoir accompagner les patients toute la vie. On va voir, il y a des molécules en développement. Et donc, un patrimoine qu'il va falloir préserver tout au long de la vie sous traitement antirétroviral. Alors, je le mentionnais, et je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir bénéficier de traitements combinés. Psychologiquement, ça fait un peu moins que de prendre 3 boîtes de molécules. Alors, le pilote, c'était la combinaison de tenofovir, FTC et favirenz. Depuis, toutes les combinaisons avec le TAF qui ont remplacé. Et puis, j'espère, à venir, la prochaine, en tout cas en France, la prochaine combinaison avec l'inhibiteur de protéase, le darunavir. Et à venir, car l'industrie est toujours à la pointe de l'innovation, les bithérapies combinées, donc les traitements combinés, ne voudront pas forcément dire une trithérapie, et c'est certainement une bonne chose. Alors, les molécules antirétrovirales, elles évoluent, et ça c'est bien, et on a un secteur de la recherche dans le médicament qui est toujours extrêmement actif, et c'est une grande chance. Le raltegravir, eh bien, maintenant est disponible en forme
une fois par jour à 1200 mg, et vous voyez dans cette étude récemment publiée, once Merck, la parfaite équivalence de l'efficacité et de la tolérance d'ailleurs de la dose de 800 mg 2 fois par jour avec celle de une fois par jour. Tenofovir, vraiment le socle des analogues nucléosidiques, qui a évolué pour sa forme à la phénamide avec une efficacité toute pareille et puis une épargne sur le capital osseux, une moindre atteinte rénale et certainement à terme un remplacement de l'ancienne. Donc là encore, une évolution. Je mentionnais cette trithérapie, la première de trithérapie TAF-FTC darunavir, boostée par le Cobicistat, avec 2 grandes études chez des patients naïfs. Donc cette combinaison fixe-triple comparée aux formes séparées, montrant la parfaite adéquation entre les 2 stratégies. Donc, soit comparé donc avec le darunavir, soit comparé avec l'inhibiteur de protéase qu'avaient les patients. Donc, les études Amber et Emerald, et nous en reparlerons dans d'autres sessions. Un nouveau dans l'arsenal des inhibiteurs d'intégrase, un nouveau et pas tellement, il ressemble beaucoup à son cousin le dolutegravir. Toutes ces molécules, vous le notez, ont un fluor, ce qui assure une extrêmement bonne liposolubilité. Et voici donc cet essai bictegravir, TAF, qui va se décliner, qui va s'appeler Biktarvy, certainement une combinaison extrêmement puissante, TAF-FTC et bictegravir. Vous voyez, on est à des taux de succès chez des patients naïfs de plus de 90%. Notez au passage, j'y reviendrai, que les charges virales sont beaucoup plus faibles que ce qu'elles étaient il y a 10 ans et que les CD4 sont plus élevés parce que les gens arrivent plus tôt au traitement et c'est fort bien. D'autres molécules en développement, je vais y revenir, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais des produits nouveaux, les inhibiteurs long acting de longue durée, du DNNRTI nouveau, inhibiteurs d'analogues nucléosidiques, et puis des classes nouvelles, inhibiteurs d'attachement, inhibiteurs d'entrée. Rapidement et très clairement, c'est vraiment un développement du futur, ces molécules qui vont agir de façon longue durée, injectable. Donc vous connaissez la combinaison cabotegravir-rilpivirine qui est dans cette étude a été comparée en injection toutes les 4 semaines ou toutes les 8 semaines, montrer une parfaite efficacité des 2 stratégies lorsqu'elles étaient comparées à les mêmes molécules administrées par voie orale. Donc vraiment gageons que cette évolution des molécules avec des administrations mensuelles ou tous les 2 mois sera, de mon point de vue, un progrès important. Doravirine, NNRTI de seconde génération, active sur les mutations les plus fréquentes des NNRTI et comme nous le savons, cette primo-résistance au NNRTI est importante, en particulier en Afrique subsaharienne. Une prise par jour, pas de contraintes alimentaires, peu d'interactions. Voilà 2 études qui ont été récemment communiquées, Drive Forward et Drive Ahead. Bon, je ne traduis pas, c'était de l'anglais. Vous voyez des patients naïfs, le doravirine comparé au darunavir dans Drive Forward et à l'efavirenz, et vous voyez des taux de succès tout à fait intéressants. Ce qui nous manque pour cette molécule, c'est de savoir ce qu'elle va vraiment donner en face de virus qui seront résistants, mais en tout cas in vitro, elle a un capital d'action et d'efficacité potentielle. Alors, un produit vraiment un peu nouveau, original, une double action, un inhibiteur de transcription et de translocation, qui là encore est un fluor, c'est un dérivé de l'adénosine. Il est très puissant, il agit au niveau nanomolaire, peu d'interactions attendues, une demi-vie très longue. Juste sur la partie droite de l'écran, vous voyez une dose unique et
au bout de 10 jours, encore plus de 1,5 log aux doses de 30 mg. Récemment présentée à la CROI, cette molécule est aussi efficace à 0,25 mg. Donc, quelque chose de très intéressant qui va avoir à la fois de la longue durée, des superbes concentrations intracellulaires, un profil pharmacocinétique pardonnant et donc probablement un avenir à la fois en thérapeutique et en prévention. Alors, l'ibalizumab, anticorps monoclonal, inhibiteur du récepteur CD4, une molécule qui vient tout juste d'être acceptée par la FDA, qui s'appellera Trogarzo, là il faut qu'on mette ça dans nos têtes, c'est tout nouveau nom, et une indication chez les patients qui sont en multirésistance. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux à l'heure actuelle dans nos files actives, mais effectivement, j'allais dire, embarrassant au point de vue de la stratégie quand on n'a plus rien, et il y a quelques patients qui ont tout épuisé. Alors, il y en a d'autres, le fostemsavir, j'ai pas le temps, c'est un inhibiteur d'attachement. Et puis aussi, la classe des analogues nucléosidiques continue son développement et je suis toujours extrêmement intéressée par la recherche de ces molécules qui vont être actives sur des virus résistants à tenofovir et à bacavir, par exemple, en synergie. Donc, on pousse toujours cette recherche vers des choses qui vont être plus efficaces, moins toxiques et durer plus longtemps. Alors, les stratégies d'initiation, elles sont toutes efficaces quand elles sont prises. Vous voyez l'évolution depuis Castle, la tazanavir versus le pinavir, à maintenant toutes les combinaisons qui ont comparé le dolutegravir. L'efficacité à plus de 90% s'est améliorée, mais aussi, comme je le mentionnais, les CD4 sont plus élevés à l'initiation et les charges virales plus faibles. Donc, elles marchent, il faut juste les prendre. D'ailleurs, dans les recommandations qui se sont toutes mises à jour l'année dernière, vous voyez que les stratégies, elles sont assez homogènes, avec la place évidemment extrêmement prépondérante des inhibiteurs d'intégrase et l'introduction par l'OMS de l'inhibiteur d'intégrase dolutegravir. Les NNRTI avec majoritairement de la ripivirine, encore que restent les favirenz, et puis les analogues nucléosidiques avec essentiellement la place prépondérante du tenofovir FTC. Mais, dernière colonne, pointe déjà les recommandations en initiation de stratégies allégées dans les différents guidelines de France, d'Europe et même nord-américaines. Une des questions importantes en stratégie, une fois qu'on a disposé des inhibiteurs d'intégrase, ça a été de se dire, effectivement, si je vais beaucoup plus vite, parce qu'il y a un différentiel dans l'accès à l'indétectabilité, dans l'obtention de l'indétectabilité, c'est de se dire, est-ce que finalement ça va jouer sur la mortalité? Alors, l'essai réalité, très joli essai, 1800 patients naïfs, ça se passe essentiellement en Afrique australe, présenté donc par toute l'équipe de Penta, Diana Gibbs, et donc à comparer la stratégie classique de NUC NNRTI plus l'adjonction de raltegravir 12 semaines versus la stratégie classique. Peut-être contre toute attente, en tout cas on vérifie que si l'on prend comme critère solide, primaire, la mortalité à 24 semaines, il n'y a pas de différence entre deux stratégies, malgré l'obtention de l'indétectabilité un petit peu plus vite. Cette étude a aussi montré, et c'est important, à l'heure où beaucoup vont commencer des stratégies avec un inhibiteur d'intégrase, comme le dolutegravir, c'est de savoir s'il y aurait un peu plus de syndrome des restaurations immunitaires. On va en parler dans le cours de la conférence, mais très brièvement, aucune différence si on va plus vite, si on a ajouté le raltegravir versus la stratégie standard. En revanche, l'énorme différence provient de la prophylaxie qu'on a administrée et lorsqu'elle est renforcée, mais je ne vais pas détailler ceci, lorsqu'elle est renforcée, anti-champignons, anti-bactériens, anti-plein de choses, anti-tuberculeux, on diminue notablement le nombre d'iris fatales et non fatales. Stratégie thérapeutique, innover pour durer.
il va falloir s'adapter, adapter la thérapeutique au patient, adapter la dispensation au contexte, adapter le suivi et rendre le patient acteur de son traitement antirétroviral. Donc on discutera beaucoup de ça dans la dernière matinée de dispensation, de differentiated care, de soins différenciés avec l'OMS et en particulier avec Meg. Alors individualiser, alléger, mais pourquoi? On entend dire vous avez des trithérapies en une gélule. Eh bien pour ajuster les antirétroviraux à la situation de chaque individu, et le spectre de la maladie VIH est large, avec l'objectif zéro réplication. Diminuer le poids des antirétroviraux sur l'organisme, s'adapter aux comorbidités, épargner ce que j'appelle le capital moléculaire du patient, et finalement se poser la question pourquoi plus d'antirétroviraux si on peut faire aussi bien avec moins. Alors les traitements ont vraiment évolué, il y a beaucoup de bithérapies innovantes, même si on ne les pratique pas encore beaucoup pour certains d'entre nous, à la fois en initiation, à la fois en entretien. Rassurez-vous, je ne vais pas tout vous détailler, j'ai choisi quelques-unes. Pour moi, de façon vraiment extrêmement preuve du concept, extrêmement importante, ça a été l'étude Gardel, réalisée en Amérique du Sud. 426 patients, lopinavir 3-TC, peut-être pas les molécules les plus sexy du moment pour lopinavir versus trithérapie. Et vous voyez, S48, S96, une excellente performance de 2 molécules simples, lopinavir et 3-TC, chez des patients qui étaient en initiation et qui avaient une maladie relativement évoluée. Deuxième stratégie, darunavir 3-TC, comparé à tenofovir FTC darunavir. Donc là encore, toujours les mêmes équipes sud-américaines qui cherchent, qui sont très innovants, 145 patients naïfs, et vous voyez les résultats montrés donc il y a quelques semaines à la conférence nord-américaine CROI, complétant le S24 qui avait été montré à l'IAS. Vous voyez parfaite efficacité de la combinaison darunavir 3-TC chez des gens qui avaient donc à l'entrée 4-5 logs et des CD4 un peu en dessous de 400. Donc voilà une autre bithérapie donc innovante. Et évidemment, tout le monde a été très frappé, il y a maintenant 2 ans, de l'expérience pilote de Paddle. Donc là, c'était dolutegravir 3-TC. Donc ça a changé un peu les choses. Un inhibiteur d'intégrase avec ce 3-TC. Très peu de patients. Mais vraiment une communication importante autour de ça. Des résultats à S48, S96 qui montrent que ça tient le coup avec, vous voyez, à 14 jours déjà moins 2,5 de log. Alors, évidemment, on va pas s'emballer sur 20 patients et très clairement, les 2 études, Gemini 1 et 2, qui sont des études larges, 700 patients séropositifs naïfs et qui va comparer donc cette combinaison, cette bithérapie dolutegravir 3-TC versus la stratégie triple classique avec le dolutegravir. 700 patients ont été inclus et les résultats sont attendus cet été. Gageons que s'ils sont positifs et si la stratégie bithérapie est non inférieure à la tri, eh bien la donne pourrait changer en matière d'initiation. Alors, on est plus facilement habitué à alléger le traitement chez des patients qui sont en succès, une fois que la charge virale est écroulée, écrasée, et qu'on est sur le long chemin de l'indétectabilité. Donc, globalement, dans toutes les stratégies, ce qui ressort, ce sont des combinaisons soit d'IP 3-TC avec des travaux qui ont été publiés maintenant il y a 3 à 5 ans, ou bien des travaux avec les inhibiteurs de protéase et inhibiteurs d'intégrase, et puis sinon, dolutegravir 3-TC, plusieurs choses, et donc inhibiteurs d'intégrase et NNRTI. Donc vous voyez, on est avec ces classes-là, IP, inhibiteurs d'intégrase et NNRTI. Très certainement, 2 études majeures, là encore, qui vont probablement un petit peu changer les choses. C'est la combinaison dolutegravir-rilpivirine, 2 très larges essais. Donc, bithérapie versus poursuite, c'est en switch, on parle de switch,
de poursuite des antirétroviraux, grosse puissance, 500 malades dans chaque groupe, et vous voyez un taux de succès vraiment tout à fait comparable. Donc la non-infériorité, je vous mentionnais la firme qui va combiner les deux en une gélule. Les choses bougent. La bithérapie dolutegravir 3-TC, pour mentionner cet essai innovant qui était piloté par Véronique Joly-Yazdan pour la NRS, l'amidol avec, là encore, un taux de succès important. Il y avait juste un échec virologique, une centaine de patients pour cette combinaison. Et celle-ci, donc, devrait, enfin en tout cas, il y a un essai en cours, un très large essai qui s'appelle Tango, qui va comparer l'efficacité de dolutegravir 3-TC versus le maintien. Donc une autre bithérapie, là on est passé chez les seniors, plus de 45 ans, parce que oui, on vieillit tous, y compris les patients, et nous sommes intéressés à éviter les molécules qui avaient un certain passif chez des gens traités depuis longtemps, comme les analogues nucléosidiques et comme les IP, et nous avons donc évalué la raltegravir et l'étravirine, 160 patients. Je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que on aura Jacques Rennes qui nous montrera les résultats à S96, mais vous voyez, vous savez que déjà que c'était excellent à S48. Très important, beaucoup de ces patients avaient des comorbidités. Que sont-elles devenues? Vous en saurez plus en venant vendredi à la session des antirétroviraux. Très important de mon point de vue personnel, les thérapeutiques intermittentes et les trithérapies intermittentes. Une étude, donc Breezer, tiens ma référence est partie, étude randomisée, pilote, le groupe Penta chez les enfants, adolescents, ils avaient 14 ans en moyenne, traitement antirétroviral 5 jours sur 7, c'était tenofovir, FTC et faviras, versus 16 jours sur 7, excellent efficacité. L'étude ANRS 4D, 4 jours sur 7, des adultes, 100 patients contrôlés, et vous voyez juste un échec, 3 échecs virologiques, aucune résistance chez des gens qui avaient un petit peu molli sur les prises. Et surtout, un essai qui a, on va dire qu'il a débuté, qu'il a inclus en quelques mois, 3-4 mois, une grosse étude qui va confirmer ou pas, en tout cas qui va solidifier ces résultats, 640 patients. Les résultats sont attendus, j'imagine, en 2019. Pour en savoir plus, demandez à toute l'équipe autour de Dominique Costagliola, Pierre de Trichy. Voilà. Alors la vie réelle, ça donne quoi ? Eh bien, là encore, je vous invite à écouter le topo de Marc-Antoine Valentin, mais très clairement, dans certains centres, eh bien, les stratégies allégées ont commencé avec les patients depuis un certain temps. Vous voyez les trithérapies intermittentes, ça c'est la photographie de la piscée salpêtrière, les bithérapies, les monothérapies, et vous voyez les traitements antirétroviraux allégés chez près de 3000 patients là qui sont indétectables et qui sont traités depuis 1 an représentent déjà un tiers. Alors j'ai pas résisté à vous parler, mais vous aurez la session et la présentation de Nicolas Chaumont à quelque chose qui me semble pour nous, les cliniciens, extrêmement important, c'est les avancées sur le front de la cure, de la rémission. Et juste cette très belle présentation de Dan Barouch il y a quelques semaines qui montre le bénéfice, en tout cas l'efficacité d'immunothérapie combinée, où on va mélanger à la fois des agonistes de TLR7, on va faire sortir le virus de sa cellule et on va le neutraliser avec des anticorps neutralisants. Vous voyez, c'est une expérience macaque. Quand on combine, j'ai pas de flèche, quand on combine les deux, eh bien, et qu'on arrête le traitement antirétroviral sur un modèle SIV de singes macaques, 5 singes sur 11 n'ont pas rebondi. Et pour ceux qui ont rebondi, le pic de charge virale était au plus bas. Ça n'est pas gagné, c'est juste un frémissement et on a besoin de ces bonnes nouvelles pour se dire que peut-être on va un jour éradiquer. Voilà, venez la plénière de demain, la session physiopathologie sur ce thème.
Voilà, donc, juste le suivi. Cette étude cascade, très large titre, ça se passe au Lesotho. On propose du dépistage à domicile et le traitement est proposé à domicile. Qui sont les gens? 278 patients, 66 femmes, tous prêts à débuter le traitement antirétroviral. Ça se passe dans la région rurale du Lesotho, une petite photo. Le centre de soins est à 60 minutes de marche et la moitié des gens ont à marcher pour aller. Donc là, on a proposé le test, on a proposé le traitement versus le soin standard au centre. Ok? Donc, excellente acceptation. En fait, peu de gens ont initié le traitement, 68% ont initié le même jour, et dans le soin standard, c'était 32%. Même s'il y a une différence entre les deux bras, la question qu'on doit se poser, la réflexion qu'on doit avoir, c'est que, vous voyez, lorsqu'on regarde les taux de charge virale inférieurs à 100 copies à 12 mois, eh bien, on n'est qu'à 50% dans le genre qui a démarré. Et quand on étudie un tout petit peu le papier, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abandon. Si j'ai choisi cette étude, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on réfléchisse aux modalités de suivi, aux modalités d'application du traitement et justement à cette notion de soins différenciés. De la même façon, les TASP, qui est conduit par François à la NRS, vous voyez un taux d'acceptation du test de 80%. Pourtant, pas de diminution dans l'incidence. Et quand on regarde ce qui se passe en détail, seulement 30% sont pris en charge à M6. Donc très clairement, une autre approche pour réfléchir aux soins, au suivi, car in fine, c'est le contrôle de la réplication antirétrovirale via la réplication virale via le traitement qui peut seul réduire l'incidence et la transmission. Alors voilà, optimiser le suivi. Mettons le patient au centre, la personne. En haut, c'est le traitement à vie. Il y a le plan de santé, il y a les centres de prise en charge, il y a la communauté, l'utilisation des technologies, et il y a beaucoup d'expériences pilotes. Et puis, pourquoi pas, là, sur la gauche, le distributeur de médicaments. Pourquoi est-ce que finalement, je ne sais plus qui a dit, on peut avoir facilement des Coca-Cola, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas avoir un code? Et si la délivrance du traitement, alors réfléchissons à imaginer. Il faut adapter, il faut différencier, il faut impliquer, il faut innover, il faut moderniser. Quoi? Le soin. C'est vrai qu'on a été démédicalisés. Faisons autrement. Les patients, impliquons-les, les jeunes, la société civile, les politiques, car nous avons en main, franchement, tous les outils pour contrôler. Voilà, on n'oublie pas les médecins, et c'est vrai que le travail médical n'est pas toujours facile dans les centres cliniques, et pour ceux que je connais qui suivent 5000 patients, où ils sont 5 ou 6, alors servez-nous des outils qui existent, et je vous invite à voir l'expérience du Mali avec l'implantation du dossier médical informatisé NADIS, mais ça pourrait être d'autres, pour faciliter leur travail, repérer les échecs, repérer les perdus de vue. Voilà comment on doit travailler pour suivre au mieux la cohorte et les patients qu'on a en charge. Et puis, mettre le patient au cœur de son traitement, alors il faut le rendre acteur, il faut qu'il ait les éléments, il faut qu'il ait ses traitements, il faut qu'il ait ses ordonnances, il faut qu'il sache, au lieu d'être passivement en train d'attendre des heures et des heures, un médecin qui ne viendra pas forcément à temps. Donc finalement, le défi, c'est le traitement suppressif à vie, et ça, c'est extrêmement lourd, avec une dispensation qui doit être individualisée, et c'est pas la formule anglaise one size fits all. Non, ça ne marchera pas durablement. Voilà, donc je vous invite à cette session santé numérique cet après-midi à 15h. Pour conclure, je pense que les traitements antirétroviraux de demain feront une place beaucoup plus grande à l'adaptation en fonction du patient de son statut, comme on le fait dans plein d'autres maladies. Les bithérapies d'antirétroviraux robustes sont prometteuses. Certainement que la recherche clinique et médicamenteuse est entrée dans une ère du vivre longtemps avec,
L'horizon cure pourrait s'éclaircir avec les stratégies d'immunothérapie combinées. La formation des personnes vivant avec le VIH à la gestion de leur santé sera un élément déterminant pour maintenir la suppression virale pendant des décennies. Et le défi, un autre défi qui nous reste, faire évoluer les humains pour que cesse stigmatisation, discrimination sociale, culturelle, religieuse, que sais-je. Gageons que les auteurs de la lutte contre le VIH sauront trouver des parades à ces obstacles, comme ils le font depuis plus de 3 décennies. Et je voudrais, pour finir, remercier l'équipe avec laquelle j'ai un grand plaisir à travailler. Bon, le fidèle lieutenant, Roland Tubiana, Marc-Antoine Valentin, Loumi Schneider, Sophie Serng, tous ceux qui sont ici. Mention spéciale aussi aux virologues, Vincent Calvez, Anne-Geneviève Martelin, l'immunologie, la pharmacologie, et puis évidemment nos méthodologistes sans lesquels nous ne ferions pas aussi bien, Dominique Sagliala et Lambert, et puis aussi tous ceux qui sont passés par la Pitié. C'est comme l'OMS, c'est une grande famille, Jade Cohn, Fabienne, j'en oublie, Stéphanie Dominguez. Je voudrais aussi mentionner les collaborations qu'on a en France, le réseau d'ATETS, le Mali, et en particulier l'équipe de Bintou Dembélé au CESAC, l'Algérie, et remercier aussi le ministère de la Santé et des Affaires étrangères qui nous permettent avec des petits, tout petits, mais de faire ces collaborations qui sont pour moi la meilleure des coopérations internationales. Et évidemment, l'ANRS et le groupe Stratégie antirétrovirale que j'ai eu le plaisir d'animer pendant vraiment longtemps. Merci à tous. Bien, merci professeur Katlama pour cette excellente présentation qui nous a permis de faire le tour des innovations en matière de stratégie de traitement antirétroviral, dont je retiendrai le maître mot, c'est durer avec ces traitements et durer avec une charge virale indétectable. Alors sans plus tarder, je vais peut-être passer la parole au docteur Fred Eboko, qui est un sociopolitologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, qui est également directeur adjoint du Centre Population et Développement, le CEPED,